Bordeaux Métropole, une agglomération de 28 communes, peuplée de 750 000 habitants. Aujourd'hui en vogue, c'est l'un des territoires les plus attractifs de France et d'Europe. On loue son dynamisme, sa modernité, sa beauté, sa qualité de vie. Mais à la fin des années 60, son visage était bien différent. Mais il y avait une ville-centre, Bordeaux, une ville urbaine forte, et des petites villes, des petites communes périphériques. Voilà. Donc, la plus importante à l'époque, après Bordeaux, c'était Mérignac, qui, je crois, avait 30 000 habitants. On s'est aperçu qu'en définitive, les centres urbains étaient monopolisés par une ville-centre. Et que la question s'est posée, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des périmètres de fédération? Bordeaux a été retenu avec Lyon, Lille et Strasbourg pour être une première communauté urbaine de droit. Et c'est ainsi que, le 1er janvier 1968, a été mis sur les fonds baptismaux la communauté urbaine de Bordeaux. Et l'homme qui va en devenir son premier président est alors maire de la ville de Bordeaux et président de l'Assemblée nationale. Jacques Chaban-Delmas. Engagé dans le combat quotidien pour assurer l'avenir de Bordeaux et de nos enfants, nous avons peu de temps pour penser à ce que nous avons fait. C'était un homme vraiment charmant et en même temps, évidemment, un homme d'État, donc avec une carrure très imposante. C'était effectivement un grand homme. Et alors, je dirais que c'était un humaniste. Et quand on était à son contact, quand on était avec lui, on sentait la chaleur humaine qu'il dégageait. C'était pas un homme de dossier, mais c'était un homme de contact et de relations humaines. Très populaire et fin politique, Jacques Chaban-Delmas va dès lors lancer toute une série de grands travaux au sein de la communauté urbaine de Bordeaux. Cette nouvelle entité administrative, organisée par son premier secrétaire général, Robert Mancier, se voit confier au total 12 compétences, parmi lesquelles on trouve par exemple les transports urbains, la gestion des déchets, l'assainissement ou encore le développement économique. Dès 1969, le parc des expositions est inauguré. La Rocade, qui est alors en construction, va bientôt devenir la ceinture qui desservira toute l'agglomération. Autour d'elle, Chaban décide de créer de grandes zones industrielles. C'est ainsi qu'à Bruges, Blanquefort ou encore Bègles, de vastes espaces voient le jour afin d'attirer plusieurs grandes entreprises et créer des emplois. À cette époque, les campagnes se vident au profit des villes. On crée alors les fameuses ZUP, zones d'urbanisation prioritaire, à Lormont, Talence ou encore Floirac. Au cœur de la ville de Bordeaux, la rue Sainte-Catherine devient entièrement piétonne, ce qui en fait la plus longue rue piétonne d'Europe. Mais le chantier urbain le plus marquant est celui du quartier Mériadec, d'où vont sortir de terre des bureaux, des habitations, un centre commercial et le futur hôtel de la métropole. Ce que Chaban a compris, c'est que l'avenir de Bordeaux était lié à l'avenir de l'agglomération. Et que Bordeaux ne pouvait pas réussir, il ne pouvait pas y avoir une grande ville de Bordeaux sans une grande agglomération. Si le développement de l'agglomération est spectaculaire, les effets de l'urbanisation se font sentir dès le début des années 80. Les inondations sont alors fréquentes. Chaque orage est une menace. Le 31 mai 1982, il tombe en 1 heure l'équivalent d'1 mois d'eau. Et à peine 2 jours plus tard, le même phénomène se reproduit. Rue Georges Mandel, il y avait 2,50 m d'eau dans la rue. C'était inacceptable. Chaque orage, les gens étaient paniqués, quoi. Ils s'attendaient à être inondés. On a lancé des programmes de bassins de retenue, de grands bassins de retenue. Le projet, il a fallu développer, il a fallu faire les études des bassins versants, connaître les récurrences de pluie, connaître les techniques pour pouvoir poser de gros collecteurs dans Bordeaux, ce qui n'est pas évident. Donc là, je me souviens que j'étais allé expliquer à Jacques Chaban-Delmas de faire un tuyau de 4,50 m de diamètre à l'intérieur de Bordeaux. Et comment vous allez faire des tunnels dans Bordeaux? J'ai dit oui, on va faire des tunnels dans Bordeaux. On va vous faire comme en celluloscopie, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de tranchées, on va faire un trou à un bout, un trou à l'autre, et on va faire des tunnels. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. J'y comprends rien, mais c'est merveilleux.
Et quelques années plus tard, Jacques Chaban-Delmas inaugurera lui-même le collecteur du Codéran-Naujac à bord d'une voiture. Si les grands collecteurs symbolisent la lutte contre les inondations, la communauté urbaine de Bordeaux développe en parallèle plusieurs innovations dans ce domaine. Et c'est comme ça qu'au niveau de la communauté urbaine, on a développé des solutions compensatoires de l'imperméabilisation sous forme de micro-bassins de retenue sur les parcelles. Et aujourd'hui, c'est fait partout, hein. C'est le principe de compenser l'impact de ce qu'on réalise. Mais c'était très novateur d'inscrire dans les documents d'urbanisme l'obligation de compenser sur la parcelle l'imperméabilisation créée par l'urbanisation. Aujourd'hui, le traitement des eaux usées de Bordeaux Métropole est assuré par 10 stations d'épuration, dont les plus importantes sont celles de Claude Hilde, à Bègles, et Louis Fargue, à Bordeaux-Nord. Et pour contrôler en temps réel, 24 heures sur 24, l'ensemble du réseau, la métropole dispose d'un outil majeur, Ramsès, véritable centre névralgique de tout le système d'assainissement de l'agglomération. Mais Bordeaux Métropole, c'est aussi la gestion des déchets. Chaque année, la population de l'agglomération produit près de 400 000 tonnes de déchets. Pour les collecter, presque 1000 agents sont mobilisés au quotidien. Au total, ce sont près de 150 000 tonnes qui sont triées et recyclées. Le reste est en très grande majorité transformé en énergie dans les 2 unités de valorisation spécialisées de Senon et de Bègles, alimentant ainsi le réseau électrique et de chaleur urbain. Un système bien différent de la réalité des années 70. À cette époque, les déchets sont envoyés dans un site d'une 40aine d'hectares, la décharge de la Barde, au nord de Bordeaux. Celle-ci promet alors d'être bientôt saturée. Les services de la CUB sont conscients que le système est à bout de souffle. Tout était à construire. Il fallait chercher de nouveaux sites de décharge, mettre en place un schéma de traitement des déchets. Était prévue la construction d'une usine d'incinération qui était la première usine d'incinération de Senon, qui était dimensionnée pour traiter la moitié des déchets des ordures ménagères de l'agglomération bordelaise. Un travail colossal va être effectué, avec notamment la mécanisation de la collecte et la mise en place des bacs individuels. Une révolution qui met fin au carton et autres poches en tout genre, auparavant disséminées sur le trottoir. Puis au début des années 90, le premier plan Trivac est adopté, ce qui permet à la communauté urbaine et à ses habitants de passer au tri sélectif. Et à partir de là, on s'est retrouvé confronté au refus de certains administrés. Donc il a fallu les convaincre. Ça a été un travail avec toutes les équipes de collecte et les agents de communication, un travail, je dirais, quasiment au porte-à-porte pour faire comprendre aux gens qu'il fallait faire. Maintenant, tout le monde est d'accord, comprend, est favorable, mais à l'époque, ça a été un travail d'information et de communication assez impressionnant. Mais si aujourd'hui, recycler ces déchets est devenu un réflexe générationnel, on ne se doute pas que le concept du centre de recyclage a été inventé à la fin des années 70 par les services de la métropole. Alors la première déchetterie a été construite en France et dans le monde à Bordeaux, plus exactement sur la commune de Gradignan. Les gens ne savaient pas où se débarrasser de leurs déchets de jardin. On avait des tas d'immondices qui étaient entreposés partout. On ne pouvait pas supporter cette situation. Et donc, il nous fallait trouver une solution. Et on a eu la chance de tomber sur un maire qui était René Canivinck, le maire de Gradignan, qui, lui, y a cru de suite. Ça a été un succès. Ça a été un succès. Ça a pris une ampleur et maintenant, je dirais que c'est un peu partout dans le monde où on a des déchetteries qui existent maintenant. Alors donc, pour l'agglomération bordelaise, pour moi, c'est une fierté. Si l'idée des centres de recyclage a franchi les frontières, une autre invention issue de la métropole bordelaise a également rencontré un succès international. Elle se nomme Gertrude. Au début des années 80, la voiture est le mode de déplacement privilégié des citadins. Pour réduire le trafic, un certain Christian Francery va mettre au point un système intelligent des feux de circulation. L'idée de l'ingénieur bordelais va s'exporter dans plusieurs villes en France et ailleurs dans le monde, d'Alger à Pékin, en passant par Le Caire, Lisbonne ou encore Casablanca.
Alors Gertrude, c'est un système, comme un gros ordinateur qui adapte en temps réel les temps de vert, les temps de rouge aux différents carrefours de l'agglomération et qui, en fonction du nombre de véhicules qui passent, donne plus ou moins de temps pour adapter et faire en sorte que la circulation soit le plus fluide possible. Il y a quelques années, il y a eu une panne informatique sur une journée et on a tout de suite vu, donc les carrefours continuent à fonctionner, mais sans l'intelligence du système. Et ça a été le bazar pendant toute la journée. C'est-à-dire les gens se sont rendus compte, c'est là où on s'est même nous rendu compte que finalement le système était vraiment efficace, c'est-à-dire que quand il n'y a plus l'intelligence derrière, il y avait des embouteillages monstres dans la ville. Si sur les 10 dernières années, le trafic dans le centre de la métropole a baissé, en revanche, à la périphérie, les conditions de circulation sont beaucoup plus délicates. Propriété de l'État, la rocade est un objet métropolitain à part entière. Historiquement, elle a toujours été au centre des préoccupations. Son évolution est perpétuelle. Elle sera bientôt totalement à 2 fois 3 voies. À l'est, elle est déjà à 3 voies, mais elle supporte beaucoup plus de trafic du fait du transit et donc elle est saturée. À l'ouest, elle est encore en grande partie à 2 fois 2 voies. Les élus de la métropole ont décidé d'investir pour la passer à 3 voies. Le projet avance progressivement en partant du sud, de Gradignan, Pessac, on remonte vers Mérignac, on approche d'Ésine et Bruges. Et donc au niveau de Pessac et au sud de Mérignac, on roule beaucoup mieux déjà sur la rocade. Mais bon, il y a toujours des endroits compliqués. On espère qu'avec l'investissement qui est en train d'être fait, les conditions de circulation s'amélioreront. Notre objectif, c'est qu'en 2022, tout soit passé à 2 fois 3 voies. Aujourd'hui, le mode de transport public privilégié des habitants de la métropole, c'est le tram. En 2018, 3 lignes desservent la métropole sur 66 km, en traversant 14 communes. 410 000 passagers l'empruntent chaque jour, soit près de 100 millions de personnes en un an. Reconnu comme un véritable succès, l'histoire du tram est celle d'une résurrection. Mis en service en 1880, le premier tramway de Bordeaux va connaître une première vie jusqu'en 1958. Et c'est le jeune maire de l'époque, un certain Jacques Chaban-Delmas, qui va lui offrir un enterrement de première classe. Le réseau de transport en commun est alors remplacé essentiellement par des bus, à tel point que ceux-ci deviendront quelque part la marque de fabrique bordelaise jusque dans les années 90, avec les fameux mégabus en accordéon. Mais l'époque du tout-voiture a vécu. La voirie est quotidiennement saturée. À l'évidence, la communauté urbaine de Bordeaux a un besoin impérieux de réaliser son réseau de transport en commun en site propre. Pendant 10 ans, une idée va alimenter le débat public. Le Métroval, un véritable serpent de mer qui ne verra finalement jamais le jour. Alain Juppé annonce la mise à plat du dossier de transport. Il ne dit pas qu'il va abandonner le Val. Il dit « je mets à plat le dossier de transport ». Il comprend tout de suite que 10 ans de conflit politique sur la base d'un dossier de transport Métroval, évidemment, il faut repartir sur un dossier qui va recevoir le consensus politique. C'est absolument indispensable. Nous lui avons proposé de lancer des marchés d'études de définition du transport en commun en site propre. Donc sans a priori sur le choix de la solution, sur le tracé qu'on va desservir, même si dans le cahier des charges, bien entendu, on a mis des éléments sur les secteurs à desservir, mais pas sur les choix de tracé. Et le résultat de la consultation est sans appel. Tous les bureaux d'études concluent à la nécessité de faire un tram. Au-delà du choix du mode de transport, le projet global est avant tout un projet urbain à grande échelle. Il promet de redessiner la face de la métropole et de changer la vie de ses habitants. Pour la première fois, la population va être pleinement associée à la réflexion grâce à l'organisation d'une grande concertation. Et au début de l'an 2000, le son des premiers coups de pioche résonne dans les rues. Bordeaux Métropole entre dans le XXIe siècle. Il y avait des travaux partout. Toutes les rues étaient défoncées. Une des particularités de ce projet, c'est d'avoir mené 3 lignes en même temps, puisqu'on avait du retard revenant à la case départ. Il fallait rattraper 3 lignes faites concomitamment. Il y avait le chantier des quais qui partait, avec la transformation totale des quais.
la construction de parkings souterrains, les parkings souterrains de Bourse se faisaient en même temps, et la volonté étant, en même temps qu'on faisait le tramway, de faire de la rénovation urbaine de la voirie de façade à façade, et de refaire en même temps les places. Ça a été d'énormes travaux, mais en même temps ça bougeait, et puis voilà, la réalisation a été à la hauteur des attentes, je pense. Et le 21 décembre 2003, après 3 années de travaux, la ligne A du tram est inaugurée en présence du président de la République, Jacques Chirac. Le jour T, on l'appelait le jour T, 21 décembre 2003. Après le discours de M. Chirac, la rame inaugurale composée de plusieurs wagons est partie. Et donc nous sommes arrivés sur le pont de pierre. Moi j'étais dans la deuxième rame, à côté du conducteur du tramway. Et les rames fendaient la foule. Il y avait 3 rames en cortège officiel. Et vraiment, les rames s'ouvraient le passage. Et là, nous sommes arrivés sur la rive gauche. Et alors là, cette rive gauche était noire de monde. C'était de la folie, bien sûr. Le feu d'artifice, tous ces gens qui applaudissaient. On avait du mal à trouver notre chemin, ce qui n'a pas été inutile par rapport à la panne, par exemple, dont tout le monde a dû vous parler. Et ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est justement qu'il y ait autant de monde et que les chauffeurs soient obligés d'aller sur les batteries jusqu'à la place de la Bourse, parce qu'ils étaient obligés de s'arrêter, de relancer, de s'arrêter, de relancer. Heureusement, c'est le cortège officiel, parce que quand il fallait repartir, il n'y avait plus de batterie. Donc c'est de nuit qu'on a rapatrié les rames avec le véhicule de remorquage. Voilà. Ça, c'était pas prévu. Si la ligne A du tram est désormais une réalité, les travaux dans l'agglomération sont pour autant loin d'être terminés. Au milieu des années 2000, le projet global de rénovation urbaine bat son plein, avec notamment sa vitrine, les quais. Le projet retenu est celui de l'architecte paysagiste Michel Courajou. Son idée, aménager une promenade publique de plus de 4 km de long, en y proposant des espaces de loisirs et de liberté. Les habitants de la métropole sont alors loin d'imaginer que peu à peu est en train de se dessiner un lieu qui deviendra l'emblème de l'agglomération. C'est une véritable histoire, c'est pas un projet comme les autres. Un des objectifs qui avait été donné par Alain Juppé en 1995, c'était également de se réapproprier la Garonne, hein, et donc de redonner la Garonne aux Bordelais. Il y avait les grilles du port, et quand il n'y avait pas de port, dans la partie entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean, il y avait une déchetterie, une centrale à béton, des stockages de gravier. On pouvait mettre n'importe quoi sur les quais. Ça n'intéressait personne. Et quand Alain Juppé nous a demandé de couper les grilles, immédiatement, la population est venue se promener sur les quais, alors qu'elle ne venait pas. La grille, effectivement, c'est un symbole, on n'a pas fait plus d'ouverture. Et ils se sont appropriés l'espace avant nous. Lancé en 1999, il va falloir 10 ans au total pour que le projet de réaménagement des quais aille à son terme. Le résultat est bluffant et le succès populaire dépasse toutes les espérances. Le miroir d'eau devient le symbole du renouveau, où familles et touristes venus du monde entier viennent se rafraîchir. Désormais, on peut se promener sur les quais, courir, danser, chanter. Et aujourd'hui, on y fête le vin. Et même le fleuve. Cette reconquête de la Garonne se matérialise encore un peu plus avec la construction du pont Chabandelmas. L'édifice est spectaculaire. Long de 433 mètres, il se caractérise par une travée centrale levante, afin de pouvoir laisser passer les bateaux de croisière. Les quais étant désormais un espace libre et accessible à tous, le chantier va rencontrer un succès populaire inattendu. C'est venu petit à petit. On avait d'abord des curieux qui tournaient un petit peu autour du chantier au démarrage, et puis curieux sont devenus des fidèles. Et puis on a commencé à faire des visites de chantier. Là, ça a été l'affluence. On a dû faire pas loin de 25 000 visites sur l'ensemble du chantier, de ce qu'on a pu comptabiliser nous de notre côté. Il y avait à la fois beaucoup d'ingénieurs et d'entreprises qui voulaient connaître la conception du pont, mais il y avait aussi l'usager lambda qui voyait cet immense édifice sortir de l'eau et qui voulait comprendre comment ça allait fonctionner. Et le 16 mars 2013, le pont Chabandelmas est inauguré par le président de la République, François Hollande, reliant ainsi directement les quartiers de Bacalan et Bastide. Depuis sa mise en service, la circulation autour des quais a été réorganisée.
Une expérimentation a même été lancée sur le pont de pierre, qui est réservé aux piétons, aux vélos et aux transports publics. Et en 2020, un nouveau pont va à nouveau voir le jour sur la Garonne. Long de 550 mètres, il reliera les communes de Bordeaux, Floirac et Bègles. Son nom, le pont Simone Veil. Première caractéristique, parce qu'on n'a plus l'habitude, c'est un pont qui ne se lèvera pas. Voilà, on est sur la partie amont de la Garonne, donc c'est un pont de ce côté-là traditionnel, c'est que de l'ouvrage d'art et du génie civil. Là, l'architecte nous a proposé un projet à 44 mètres de large, exceptionnellement large pour un ouvrage, pour avoir en fait un morceau de ville qui soit projeté au-dessus de la Garonne, en travers de la Garonne, et puis qui permette la continuité de l'aménagement des quais vers la rive droite et le bouclage avec les berges rive droite. La métropole est en évolution permanente et s'adapte aux défis du XXIe siècle. En 2015, la communauté urbaine de Bordeaux change de nom et d'identité visuelle pour devenir Bordeaux Métropole. On lui octroie de nouvelles compétences comme le tourisme, la gestion des réseaux de chaleur ou encore la lutte contre la pollution de l'air. Très prochainement, la cité numérique verra le jour à Bègles. Elle a vocation à devenir un pôle d'excellence économique pour aider au développement des acteurs du numérique. Et le parc des expositions de Bordeaux-Lac, un équipement majeur de l'agglomération, va également connaître une deuxième jeunesse en étant profondément modernisé. Le réseau de transport public va aussi continuer de se développer. La 4e ligne du tram, la D, est en train d'être déployée. Longue de 10 km, elle reliera le centre-ville de Bordeaux aux communes du Bouscat, Bruges et Ézines. Sa mise en service est prévue pour fin 2019. À un horizon plus lointain, le tram desservira également l'aéroport. La création d'une future ligne est aussi à l'étude entre les communes de Gradignan, Talence et Senon. Et pour relier Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc, on verra naître le BHNS, le bus à haut niveau de service, un mode de transport à mi-chemin entre le tram et le bus. Que sera la mobilité dans les 10 ou 20 ans qui viennent? Est-ce que les véhicules autonomes vont se développer? Est-ce que le covoiturage va prendre, comme je l'espère et comme je le souhaite, une place beaucoup plus importante? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres moyens de déplacement. N'oublions pas le vélo, où il y a encore des progrès à faire. Nous avons mis au point un nouveau plan vélo de 60 millions d'euros qui va nous permettre à la fois de développer les pistes cyclables sécurisées et en même temps de prêter davantage de vélos. La façon de se déplacer dans Bordeaux qui a le plus progressé au cours des dernières années, c'est pas le bus et le tramway, c'est la marche à pied. Et comme beaucoup de déplacements en ville se font sur moins d'1 kilomètre, c'est évidemment la solution. Je voudrais d'ailleurs relancer quelque chose que nous avions tenté il y a quelques années, c'est une signalétique adaptée, c'est-à-dire qu'à partir d'un point, on peut vous dire, si vous allez à pied à tel autre endroit, voilà combien de temps il vous faudra. Et on se rend compte à ce moment-là que dans la plupart des cas, il faut 15 minutes, ce qui ne vaut pas la peine de prendre sa voiture. Si depuis 50 ans, le visage de la métropole a beaucoup évolué, la transformation de son urbanisme, entamée au début des années 2000, connaît une nouvelle phase d'accélération. C'est tout un arc de développement qui est en train de se dessiner, avec des projets de très grande envergure au niveau de l'habitat, des centres d'affaires ou encore des lieux de vie. Le plus important d'entre eux et qui est en cours est le projet Euratlantique. L'opération d'intérêt national concerne une zone allant des quartiers Saint-Jean et Belsier jusqu'au pourtour de la nouvelle Arena à Floirac, en passant par Bègles. À terme, en 2027, 40 000 nouveaux habitants pourront y être logés et 30 000 nouveaux emplois sont attendus sur ce territoire, au sud de la métropole. En remontant un peu plus au nord, le quartier de Brazza. Situé sur la rive droite, face au pont Chabandelmas, ce quartier très verdoyant est le chaînon indispensable entre la rive gauche et le futur quartier de Bastille de Niel. Près de 5 000 logements vont y voir le jour, ainsi que des activités économiques, de l'hôtellerie ou encore des équipements ludiques et sportifs. Enfin, les bassins à flot sont en train de vivre une transformation sans précédent. Après l'emblématique Cité du Vin ou encore les Halles de Bacalan, le musée de la mer et de la marine va y ouvrir ses portes en juin 2018. Ici, ce sont 5 400 logements, encore en cours de construction, qui permettront à terme de loger près de 12 000 personnes. Un développement stratégique de ces quartiers qui vient s'ajouter au programme 50 000 logements adopté par la métropole.
Ce que je voudrais, c'est que ce soit des quartiers vivants, pas des ZAC, pas des zones. Des quartiers dans lesquels aussi l'espace public soit traité de façon aussi sympathique que possible, parce que c'est là que se produit la vie d'un quartier. Et donc notre politique, en accord avec l'ensemble des maires de l'agglomération et de la métropole, aujourd'hui consiste à essayer de redensifier nos centres-villes. On ne peut pas continuer à faire des maisons individuelles partout. Et donc on est obligé d'avoir du collectif, mais du collectif à haute qualité de vie. 50 ans. En un demi-siècle, Bordeaux Métropole a réussi à se transformer, à se réinventer, à adapter ses services. Au fil des ans, son visage change, inexorablement. Mais son esprit, lui, traverse les décennies. Et c'est aux femmes et aux hommes qui le portent, chaque jour, d'écrire ce que demain sera.